Inscrivez-vous. On a vu à quel point les spéculateurs s'intéressent aux terres agricoles au Canada et au Québec, mais c'est aussi un phénomène à l'échelle de la planète. Chantal Lavigne est avec nous. Chantal, c'est aussi un nouveau phénomène, en fait. Oui, un phénomène qui s'est particulièrement accéléré depuis la crise alimentaire mondiale d'il y a 2 ans. À cause de plusieurs facteurs, il y avait eu une augmentation brutale du prix des denrées alimentaires de base et des émeutes avaient même éclaté dans 28 pays, pauvres pour la plupart. Donc, ça avait été comme un électrochoc. Des pays très populeux ou qui dépendent de l'importation pour leur nourriture avaient soudainement eu peur d'en manquer, tandis que les investisseurs s'étaient mis à s'intéresser à l'agriculture à des fins de spéculation. Donc, les terres arables étaient devenues très convoitées, sont devenues très convoitées et elles risquent de l'être encore davantage dans les prochaines années à cause de l'augmentation de la population mondiale. Donc, un phénomène de peur et de spéculation en même temps. Vous êtes allé au Mali. Pourquoi exactement ce pays-là? Bien, d'abord, dans les pays développés, les terres arables sont très rares et très chères. Donc, la ruée a surtout lieu vers les terres des pays pauvres. Et l'Afrique, avec ses vastes terres et sa main-d'œuvre bon marché, est particulièrement ciblée. Le Mali est un de ces pays-là, un pays de 14 millions d'habitants, où il y a déjà des projets en cours. Et on s'est particulièrement intéressé à un immense projet mené par un puissant et riche voisin du Mali. Alors, on va voir le reportage. Les choses vont plutôt bien pour Charlotte Sama. Sa récolte de riz s'annonce bonne. Minimum, tu me promets 30 sacs. Si je compte beaucoup sur 30 sacs. Oui, 35. Et si je ne gagne pas les 30 sacs, c'est toi qui vas me rembourser. On vit au rythme des récoltes dans ce qu'on appelle la région de l'Office du Niger. C'est l'une des plus vastes zones irriguées d'Afrique de l'Ouest. Ici, on pratique l'agriculture de génération en génération. C'est ici qu'on appelle le grenier du Mali par rapport au barrage de Markala. C'est fertile à cause de ça. Les moyens sont rudimentaires, mais ces paysans réussissent bon an mal an à produire la moitié du riz que consomment les Maliens. Mais de grands bouleversements s'annoncent. On a très peur, parce qu'avec leur arrivée, là, tout va changer dans les zones office du Niger. Tout va changer. Ces camions, bulldozers et pelles mécaniques signalent l'arrivée des étrangers dans le village de Kolongo. L'agro-business s'installe au Mali. Ces Chinois travaillent pour le compte de Malibia, une société libyenne liée à la famille du dirigeant Kadhafi. C'est l'un des plus grands projets en Afrique. Hein. C'est pas facile. Le chantier est la première phase d'un immense projet agricole de 100 000 hectares. 2 fois la superficie de l'île de Montréal. C'est le passage d'un canal que les Chinois sont en train de faire pour les 100 000 hectares. Pour Malibia. Pour Malibia. Ce canal de 40 km de long et 120 mètres de large acheminera l'eau vers les terres des Libyens qui veulent surtout cultiver du riz. La crise alimentaire d'il y a 2 ans a déclenché une véritable ruée vers l'or vert des pays pauvres. Les investisseurs et les pays riches en manque de terres arables s'y précipitent. Ça, c'est le plan général du projet. Donc, ici, c'est le début de notre projet, c'est le village de Kolongo. On commence le canal ici. L'ingénieur Karim Abdallah Garib est responsable de la construction du canal. C'est le seul représentant de Malibia que nous avons pu rencontrer. Ça va donner beaucoup de bénéfices au pays du Mali, bien sûr. Ça, c'est quand même un grand investissement. On est dans les doutes parce que jusqu'à présent, nous, les citoyens qui sont ici, on ne nous a pas dit le vrai fond même du projet Malibia. Avec lui, on s'entend bien. Lui, il n'a pas de problème. Il a son petit qui est venu lui rendre visite. Sinon, tu vas voir
En plus d'être agricultrice, Charlotte Sama est la représentante locale du syndicat national des paysans, la CNOP. Inquiète, elle vient régulièrement observer la progression des travaux. On se demande si l'eau va suffire. Ça, c'est notre première inquiétude. L'eau, c'est son abondance qui rend l'endroit si attrayant. Ce barrage de Markala, construit sur le fleuve Niger, est à l'origine du développement de la région. L'ouvrage a permis de relever le niveau de l'eau de 5,5 mètres et d'installer tout un réseau de canaux d'irrigation. C'est en 1935 que les travaux ont démarré pour construire ce barrage. C'était en travaux forcés. Les gens n'étaient pas payés. Plusieurs y ont laissé leur vie. À l'époque, le Mali était une colonie de la France. Les colonisateurs avaient de grands projets pour la région, en faire le grenier de l'Empire français en Afrique de l'Ouest. L'ambition à cette époque était d'irriguer 960 000 hectares, dont 450 000 hectares en riz et le reste en coton. L'aménagement de ces 960 000 hectares devait prendre 50 ans. 75 ans plus tard, on est toujours très loin de l'objectif. À peine le 10e des terres est cultivable. Après son indépendance, le Mali n'a jamais complété la tâche par manque d'argent ou de volonté politique. Mais il rêve encore de devenir une puissance agricole. Pour y arriver, il s'en remet à nouveau aux étrangers. L'État seul ne peut pas. C'est pour ça qu'on fait appel à l'investissement privé. Nous pensons qu'avec l'investissement privé, on peut aller de l'avant. On peut aménager beaucoup plus de superficie, on peut améliorer les rendements. Ça va permettre de moderniser en tout cas l'exploitation agricole. Merci beaucoup. Le PDG de l'Office du Niger, l'organisme gouvernemental responsable de la zone agricole, fait sa tournée saisonnière. Une occasion de constater l'urgence de moderniser l'agriculture malienne. Cette année, ça va. Le problème que nous avons quand même, c'est au niveau des trains. Cette année, non, on n'a pas prévu ça cette année. Les paysans dépendent entièrement du gouvernement. C'est lui qui est propriétaire des terres agricoles. C'est lui qui les aménage et qui décide qui pourra les exploiter. Les agriculteurs ne payent rien pour la terre, mais ils doivent verser des redevances à l'État pour l'utilisation de l'eau. Quand le grand patron paye une visite aux paysans, la liste des doléances est longue. Comme le PDG, certains producteurs de riz espèrent que les étrangers leur permettront d'améliorer leur production. L'argent, matériel ça va? Bonjour. Mais cette confiance envers les investisseurs n'est pas partagée par tous. Plusieurs paysans acceptent mal que l'on confie autant de terres aux étrangers, alors que tous ici se plaignent d'en manquer. Le problème, c'est que la population de la région a énormément augmenté, alors que la superficie des parcelles n'a pas bougé. Les terres ne suffisent plus à nourrir des familles de plus en plus nombreuses. Dans ce village-là, je peux dire à partir du mois de mars-avril. Mars-avril, il n'y a pas de quoi se nourrir dans ce village. Elle n'a rien pris du tout. Alors, est-ce que la diarrhée ne vient pas de la façon dont elle a préparé le lait?
Si elle ne l'a pas préparé comme il faut, l'enfant a la diarrhée. Hein. Combien elle en donne de bananes par jour, par semaine? Et toi? Sœur Bernadette travaille au Mali depuis plus de 40 ans. Tous les jours, dans son centre de nutrition de Kolongo, elle fait le même constat. Moi, je dis malnutrition chronique pour tout le monde, les hommes comme les femmes, mais plus particulièrement les femmes, parce que leur organisme dépense davantage en fabriquant les bébés. Et la nourriture n'est pas suffisante. La pauvreté est telle que dans la plupart des familles, on ne mange jamais de viande, sauf un jour de fête. Un producteur de riz moyen, ici, cultive à peine 2 hectares. À lui seul, le projet des Libyens, avec ses 100 000 hectares, est plus vaste que l'ensemble des terres allouées aux paysans. Moi, je suis navrée parce que je pense que la production ne sera pas pour les paysans localement. Ils auront un peu de travail, mais quelles seront leurs rémunérations et quelles seront leurs facilités de vie après, je ne suis pas sûre que ce sera meilleur. Quand Malibia sera là, on se demande qu'est-ce qu'ils vont produire. Avec leur production, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est la grande question que soulève l'arrivée de Malibia. Où iront les récoltes de riz? Qui aura la priorité si une nouvelle crise alimentaire devait éclater? Seulement, je nous vois déjà qu'ils sont en train de nous bouffer. Parce que nous, les pauvres producteurs, surtout qui font l'agriculture familiale, donc avec les agro-business, on ne peut pas être sur le même terrain. Parce qu'on se voit déjà bouffer. D'une manière ou d'une autre, ça aura des retombées positives sur les populations de la zone. Maintenant, quel va être son impact sur l'alimentation nationale? Ça va dépendre des priorités de la société par rapport à leurs propres besoins. Mais ce qui est sûr, ça m'étonnerait que les 100% de la production soient exportés. Les risques aujourd'hui d'accaparement des terres qui pointent et qui nous inquiètent. À la permanence du syndicat national des paysans, on trouve que le gouvernement fait preuve de naïveté. Je pense que la Libye est en train d'assurer ses arrières. Tous ces investisseurs, c'est un pays désertique qui n'a que du pétrole. Et ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui, le pétrole il va finir demain. Donc s'ils sont en train d'acheter plein de biens qui vont leur permettre d'être un pays viable demain. Quand nous serons 50 millions d'habitants et qu'il n'y aura pas assez de terres à irriguer pour nourrir les Maliens, qu'est-ce que nous on va faire? On va aller en Libye? Après la pause, des maisons expropriées, des paysans qui perdent leurs terres. La sécurité alimentaire d'un pays pauvre menacé par un voisin riche et gourmand. On va commencer à lui prendre la terre pour donner ça à des gros privés. Je pense que demain, il n'aura pas d'autre choix que de prendre les armes pour se défendre.